Bonsoir tout le monde, bienvenue au résumé du cours 9 sur l'analyse dimensionnelle. Donc, on va commencer avec une nouvelle méthode d'analyse qu'on avait vue rapidement, qu'on avait discuté brièvement en début de session, mais là, cette fois, on a l'opportunité d'y aller un peu plus en détail avec l'analyse dimensionnelle, une méthode qu'on retrouve souvent dans les méthodes expérimentales, mais il faut bien comprendre que c'est tout aussi utile lorsqu'on fait une analyse, même par analyse par volume fini, n'importe quel type d'analyse numérique. Donc, l'idée ici, c'est de étudier les distributions de vitesse qu'on peut retrouver dans des souffleries et faire un lien entre ce qu'on va avoir à taille réelle, donc ce qu'on va appeler le prototype. Donc, le modèle ou la maquette qui se trouve à taille réduite, comment on peut extraire cette information-là et l'appliquer à un prototype taille réelle, donc qui permet une bonne prédiction du comportement de notre prototype. Et pour y arriver, donc, il faut détailler certains concepts. Donc, similitude, la notion de similitude, on va regarder les regroupements dimensionnels fréquents qu'on retrouve dans la littérature et comment on fait pour retrouver nos propres regroupements adimensionnels. Donc, on va utiliser le théorème de Buckingham pour suivre cette recette-là et détailler nos propres relations adimensionnelles en fonction d'une relation dimensionnelle. Donc, notion de similitude, donc, ce qu'on veut comprendre dans un premier temps, c'est lorsqu'on fait notre analyse dimensionnelle, on raisonne en termes de force, qui est une fonction ici G qu'on ne connaît pas, qui représente, qui est fonction d'une longueur caractéristique, de la vitesse V de l'écoulement, de la masse volumique et de la viscosité dynamique. L'objectif, c'est d'aboutir à une relation adimensionnelle. Ici, ça va se simplifier comme étant un coefficient de frottement qui va être égal à une fonction qui dépend uniquement du nombre de Reynolds. Et donc, ça, dans un premier temps, il faut comprendre que ça a plusieurs avantages. Donc, on passe d'un espace de design, de conception à 5 variables dans la relation dimensionnelle et uniquement à 2 dimensions pour la relation adimensionnelle. Donc, on réussit à balayer beaucoup plus efficacement l'espace de design avec cet espace réduit de paramètres. D'autant plus que lorsqu'on fait des analyses à différentes échelles, donc modèle versus euh, prototype qui est en réel, donc ce qui est comparable entre ces deux échelles-là, ce sont les coefficients adimensionnels. Évidemment, on ne s'attend pas à avoir la même portance qui va être générée sur un modèle en soufflerie versus notre avion de taille réelle. Par contre, si on est dans un écoulement similaire, on va s'attendre à ce que le coefficient de traînée, coefficient de portance, coefficient de moment soient les mêmes. Mais bon, pour que qu'on puisse dire que ces coefficients-là sont les mêmes, il faut introduire la notion de similitude. Donc, ça implique qu'on a une géométrie similaire, ça implique qu'on a la cinématique de l'écoulement qui est similaire et même chose pour la dynamique. Donc, il n'y a pas forcément un nombre adimensionnel qui va être spécifiquement juste pour la cinématique ou juste pour la dynamique. Donc, c'est un ensemble de paramètres adimensionnels qu'il faut respecter et à ce moment-là, on va être en mesure de trouver une similitude complète. Donc, pour y arriver, l'idée, c'est de présenter sous forme générique les nombres adimensionnels, ici qu'on représente par la lettre grecque majuscule pi. Donc, on a nos pi dépendants qui est fonction de pi indépendant. Donc, l'idée ici, c'est de dire que malgré le fait que l'échelle soit différente entre la maquette et le prototype, on a la même fonction f qui réussit à paramétrer, à faire le lien, à caractériser l'écoulement autour de la maquette et du prototype. Et on note ici qu'on n'a pas besoin de connaître la fonction f pour tirer profit de l'analyse dimensionnelle. Donc, ce qu'on dit, c'est que le pi dépendant étant le même temps pour la maquette que le prototype, donc la fonction des pi indépendants sera aussi les mêmes. Et comme on a aussi la même fonction, donc ça veut dire que le pi 1 du prototype, par exemple, va être égal au même pi 1 de la maquette et ainsi de suite pour le nombre k de nombre adimensionnel pi.
Donc, on avait fait cet exemple-là ici pour nous donner une première application. Donc, c'est sûr qu'on a commencé avec une simplification ou en fait avec une partie déjà donnée dans l'énoncé. On nous donne déjà la relation adimensionnelle. On nous dit que le coefficient de frottement est fonction ici du nombre de Reynolds. Donc, il faut comprendre que c'est une chose importante, c'est de, d'être en mesure d'extraire l'information, par exemple, d'une soufflerie et déterminer comment notre prototype va se comporter. Et c'en est une autre de déterminer par nous-mêmes la relation adimensionnelle. OK? Donc, cet exercice-là ici, il faut bien comprendre l'application numérique pour passer de l'échelle de la soufflerie à l'échelle taille réelle. Donc, on avait fait cet exercice-là ensemble. Et maintenant, ce qui restait à déterminer, c'est vraiment comment on fait pour déduire notre propre relation adimensionnelle. Donc, avant d'aller dans le détail de les relations adimensionnelles, donc on présente ici des nombres adimensionnels existants assez communs dans la littérature. Donc, l'idée ici, c'est de se donner un peu une idée du type de nombre adimensionnel et surtout leur interprétation via le ratio qui est explicité dans la colonne de droite. Donc, il y a plusieurs nombres adimensionnels. L'idée, c'est pas d'apprendre par cœur tous ces ratios-là, mais c'est de comprendre les différentes similitudes. Quand on va regarder le théorème de Buckingham, on va nous demander de faire des choix communs pour déterminer les variables répétées. Et on voit ici que souvent le ratio, ou plutôt le produit ρ fois V au carré revient souvent. Donc, souvent, apporter ce genre de détails-là euh, va nous aider, va nous simplifier la vie pour appliquer le théorème de Buckingham. OK? Donc, ici, à consulter et à étudier pour justement se familiariser, se faire l'œil sur les structures des nombres adimensionnels communs. Donc, si on y va avec le théorème de Buckingham, donc ça ici, c'est vraiment une recette à suivre, donc il faut quand même bien la maîtriser. Donc, faire des exercices pour être en mesure de comprendre les différentes notions. Donc, on parle ici d'une relation adimensionnelle avec K nombre adimensionnel. Donc, le K est à déterminer et on peut faire certaines hypothèses pour y arriver. Donc, pour y arriver, on sait que n, c'est le nombre de variables dimensionnelles. Donc, lorsqu'on commence un problème dans ce domaine-là, on commence avec une relation dimensionnelle. Donc, on veut lister les différentes n variables dimensionnelles. Et après ça, on veut être en mesure de déterminer la réduction J. Et la réduction J ici va être a priori égale au nombre de dimensions dans les euh, dans le problème qui est étudié. OK? Donc, on a J qu'on va réussir à extraire via les relations dimensionnelles et N aussi qu'on a qui est directement le nombre de paramètres dans la relation dimensionnelle. Donc, la soustraction des deux va nous donner K qui représente le nombre de paramètres adimensionnels à déterminer. Donc, la recette ici, euh, on l'a vu ensemble. Donc, l'idée, c'est d'appliquer ces étapes-là ici, euh, apporter une attention particulière aux règles pour le choix des J-variables, hein, qui sont les variables répétées. Ce sont les variables qu'on va répéter afin d'adimensionner les autres paramètres dimensionnels. Et donc, il suffit par la suite si on prend ici comme par exemple, il suffit d'appliquer cette recette-là. Donc, on commence avec l'écoulement dans une conduite. On a ici le cisaillement qui est une fonction de la vitesse, de la rugosité epsilon, de la masse volumique rho, la viscosité dynamique et du diamètre d de la conduite. Donc, on a six euh, variables dimensionnelles. Donc, n est égal à 6. Donc, on vient ici énumérer les dimensions de chacune des variables. Donc, faire très attention ici pour ne pas faire d'erreur parce que ça va évidemment impliquer que le reste de notre démarche va être complètement erroné. Et par la suite, on peut estimer la réduction. Donc, on a ici J qui est égal à 3 parce qu'on a trois dimensions, la masse M, la longueur L et le temps T. Et une fois qu'on a déterminé cette
le nombre de dimensions J, donc la réduction. Donc, on va être en mesure de déterminer euh, le nombre de paramètres adimensionnels qu'on devrait avoir. Donc, on sait qu'ici, on va avoir 6 moins 3 paramètres à déterminer, donc 3. Donc, on sait déjà qu'on va avoir un pi1 qui va être fonction de pi2 et pi3. Donc, la prochaine étape, c'est de construire un système d'équations qui va nous permettre justement de déterminer quel est le pi1, le pi2 et le pi3. Donc, en suivant les indices, la recette et les bonnes pratiques pour déterminer les variables communes qui doivent être répétées. Donc, on détermine ici que V, D et ρ seront les variables les plus simples. On va donc les choisir ici pour adimensionner. On va les répéter pour adimensionner le cisaillement à la paroi, taux W, viscosité dynamique mu et la rugosité epsilon. Donc ici, on voit qu'on utilise les variables répétées V, D et ρ afin d'adimensionner les trois autres variables qui restent. Donc, évidemment, A1, B1, C1 doivent être déterminés afin qu'on trouve une combinaison qui va faire que pi1, pi2 et pi3 seront adimensionnels. Donc, ici, il faut se rappeler les lois d'exposant afin de trouver ou afin de résoudre notre système d'équations. Donc, essentiellement, on se retrouve à avoir 9 inconnus avec 9 équations. Donc, on a 3 pi, mais chacun des pi a 3 dimensions. Donc, ça nous fait 3 équations par pi. Et on va retrouver ici nos nombres adimensionnels. On voit qu'on peut les manipuler au besoin pour qu'ils correspondent à ce qu'on retrouve dans la littérature. Donc, on retrouve ici notre coefficient de frottement de Darcy, le nombre de Reynolds et le ratio epsilon sur D. Et donc, au final, on a ici notre relation adimensionnelle. Donc, on a un autre exercice ici qu'on peut faire, en fait, qu'on a fait, et on utilise notre profil d'aile, donc 2D, et donc un profil d'aile à noter que c'est une portance par unité d'envergure, alors qu'ici, on parle d'un aile en 3D, donc on va parler plutôt de la portance ici en Newton. Donc, voilà, l'exercice ici, bon, on avait déjà fait l'exercice 2D. L'exercice 3D peut être fait ici en titre d'exemple d'étude pour l'examen final. Voilà, donc les essais ici en soufflerie, donc on avait discuté rapidement. C'est bon de voir qu'il existe différents nombres adimensionnels. C'est pas nécessairement juste des ratios, ça peut être des ratios entre une différence de pression et une pression de référence, comme on voit dans le coefficient de pression. Mais sinon, de façon générique, c'est souvent un ratio de force, un ratio de dimension qu'on retrouve le plus souvent parmi les nombres adimensionnels. OK? Donc, ici, on avait fait une description un peu plus qualitative des différentes notions. Donc, je ne vais pas nécessairement refaire cette discussion-là qu'on a eue en classe. L'important, c'est vraiment de se familiariser avec le théorème de Buckingham et avec la théorie derrière le théorème de Buckingham et son application numérique. OK, donc, comme je vous dis, on avait fait une discussion là-dessus. Pas nécessairement besoin de revenir dans le résumé avec ces discussions-là. Fait à noter important, c'est que dans la pratique, on n'a pas toujours une similitude complète et donc il y a souvent des compromis à faire. Donc, on voit ici, par exemple, que dans le cas pratique, à 4000 pieds, 40 000 pieds d'altitude, le modèle, le prototype va avoir un nombre de Mach de 0,9, mais un nombre de Reynolds de plus de 28 millions. Et ça ne sera pas nécessairement évident de reproduire ces conditions-là en soufflerie. Donc, on va souvent privilégier une similitude sur le nombre de Mach au détriment d'une similitude légèrement erronée sur le nombre de Reynolds parce que plusieurs phénomènes de turbulence vont euh, être relativement peu sensibles au nombre de Reynolds. Donc, il faut vraiment se fier à la littérature pour savoir si on peut se permettre de faire ça ou pas. Donc, du moment qu'on est turbulent, après ça, si on est avec un nombre de Reynolds de 5 millions ou de 28 millions, quelquefois, la différence peut être négligeable. Donc, c'est pour ça que dans la soufflerie, on va avoir une similitude à l'occasion qui va être considérée comme étant incomplète. Donc, pour se simplifier la vie,
Aussi, on peut utiliser des souffleries cryogéniques. Donc, en abaissant la température dans la soufflerie, on réussit à réduire la vitesse du son, donc ce qui permet d'atteindre des nombres de Mach relativement élevés à des vitesses relativement basses. Donc, on a un exemple ici. Donc, voilà pour le résumé. Euh, Faites attention avec le théorème de Buckingham. C'est une recette qu'il faut quand même bien maîtriser. Il n'y a pas nécessairement d'attrape, mais il faut être à l'aise avec chacune des étapes pour évidemment être préparé à l'examen final. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne étude et à la prochaine.